Notre prochain invité est sociologue, chroniqueur politique, auteur de La dénationalisation tranquille, Fin de cycle, exercice politique et d'un livre d'entretien avec l'intellectuel Jacques Godbout. Alors, je suis certaine que vous avez remarqué que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il suscite de vives réactions. C'est en tout cas un gage certain d'un charisme et d'un esprit ficelé qui dérange. Il vient poser la question « La fin du nationalisme ?» Je vous présente Mathieu Bock-Côté. Alors bonjour à tous et merci à Génération Nationale pour cette invitation. La question que je poserai aujourd'hui, je l'ai formulée dans des termes assez larges pour me permettre justement de ratisser large dans l'analyse que je vous proposerai. Le thème, la fin du nationalisme, c'est-à-dire ce n'est pas simplement une réflexion sur la crise du mouvement souverainiste tel que nous le connaissons, mais plus largement, c'est l'occasion de réfléchir au thème suivant. Le nationalisme québécois est un moteur historique et politique fondamental dans la société québécoise, dans le peuple québécois, et ça sur plus d'un siècle. Se pourrait-il toutefois que le nationalisme tel que nous le connaissons soit aujourd'hui dans une dynamique d'effritement, une dynamique de dislocation? Ou inversement, le nationalisme est-il en recomposition? Le nationalisme est-il porteur d'un plus grand avenir que certains ne lui prêtent? La question qui m'intéresse, autrement dit, aujourd'hui, ce n'est pas simplement celle de l'avenir du mouvement souverainiste, bien qu'évidemment elle me tienne à cœur, mais c'est tout simplement la question de l'avenir du sentiment national, de l'avenir de la conscience nationale au Québec, la possibilité pour le Québec, à bien des égards, de nommer à nouveau sa réalité, de nommer des intérêts vitaux, de nommer ses intérêts fondamentaux. Le Québec est-il encore capable de les Québécois sont-ils encore capables de se rassembler autour du Québec? Les Québécois savent-ils encore minimalement ce qui les rassemble? Les Québécois sont-ils encore capables de définir un cadre commun pour agir ensemble? Alors bien évidemment, je réfléchirai d'abord à la dernière campagne, puisque nous devons tous néanmoins faire le bilan de ce qui fut une élection catastrophique pour les souverainistes. Et ensuite, je chercherai à voir quelles sont les tendances lourdes qui, pour l'instant, jouent contre le mouvement national. Je chercherai aussi à voir ensuite qu'est-ce qui peut néanmoins nous permettre d'espérer. Et de ce point de vue, je dirais, en politique, il faut se tenir à l'abri à la fois du déni et du désespoir. Nous devons nous tenir à l'abri du déni. La dernière élection est brutale pour les souverainistes. Elle a fait mal au mouvement souverainiste. Et je lisais ici et là ces derniers jours que finalement, il s'agissait d'une bonne chose parce que ça nous permettrait de repartir à zéro. Vous savez, ça commence à faire plusieurs fois qu'on repart à zéro. Alors... Et n'étant pas du tempérament de la table rase, je suis de ceux qui préféraient repartir juste avant la ligne d'arrivée. Alors, bon, voyons la situation telle qu'elle est. Je ne crois pas, cela dit, donc ni déni, la situation ne va pas très bien. Il faut que les questions que nous nous posions bien plus en profondeur que celles qu'on a l'habitude de se poser après une défaite électorale de mouvements politiques, de partis politiques. De l'autre côté, ni désespoir. Je vois ici et là des professeurs de désespoir se multiplier dans les médias, se multiplier dans l'espace public, nous expliquer encore une fois que l'idée de l'indépendance est morte d'une fois pour toutes et qu'il faudrait tourner la page. Évidemment, ils le font toujours avec beaucoup de sophistication et de raffinement. On nous explique que le Parti québécois est à l'heure des choix. On nous dit que le Parti québécois doit oser un questionnement fondamental. On nous dit que le Parti québécois doit remettre en question ses dogmes. Et on dit « Ah oui, de quoi parlez-vous » Je ne le précise pas. Alors, on a une batterie d'analystes patentés qui prétendent nous expliquer objectivement, dissimulant très souvent des convictions fédéralistes pourtant bien enracinées, mais dissimulées derrière le vernis d'objectivité qui vient souvent avec le titre de commentateur. Eh bien, on se retrouve avec des gens qui nous expliquent savamment pourquoi l'idée est morte. Ce à quoi on peut leur répondre que pour peu qu'on se déprenne d'une analyse sur 15 jours ou sur 15 semaines, eh bien, l'histoire de l'indépendance au Québec, c'est une histoire, effectivement, de mort, mais aussi de renaissance. L'histoire de l'indépendance au Québec, c'est un idéal qui a connu de bons jours et de mauvais jours. L'histoire de l'indépendance au Québec, c'est l'histoire d'un idéal qui est parvenu à féconder notre société en profondeur, qui quelquefois s'est retrouvé dans les marges, qui quelquefois s'est retrouvé au pouvoir. Autrement dit, il faut avoir une certaine, je dirais, légèreté d'analyse pour décréter la fin d'un idéal qui est consubstantiel à la condition québécoise. C'est peut-être une manière de critiquer certains collègues. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière élection? Alors évidemment, je le dirais, comme chacun d'entre nous l'avons dit, c'était évidemment une campagne exécrable. C'était évidemment une campagne exécrable de A à Z. C'est une campagne qui, notons-le,
commence avec un étrange oubli. Pendant des mois, la question de la Charte des valeurs, la question de l'identité québécoise, la question de notre existence comme peuple, elle est au centre du débat public avec le débat donc, sur la Charte des valeurs ou la laïcité. L'élection commence, et d'un coup, pour peu qu'on regarde ce qui se passe dans la campagne péquiste, c'est un thème qui disparaît. C'est un thème qui, d'un coup, nous explique que l'élection ne sera pas sur l'identité, ne sera pas une espèce d'élection référendaire sur l'identité ou la Charte des valeurs. C'est une élection qui, d'un coup, congédie cette question et qui va porter exclusivement sur l'économie. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un analyste trop sévère, mais chaque parti a son propre créneau électoral. Chaque mouvement politique a son propre créneau électoral, et je ne connais pas dans l'histoire d'élections que les souverainistes ont gagné sur le thème de l'économie. Non pas parce qu'ils ne savent pas gérer l'économie correctement, non pas parce qu'ils ne savent pas gérer correctement l'État québécois, mais parce qu'ils ont leur propre créneau politique. Et le créneau politique du Parti québécois, le créneau politique des souverainistes, inévitablement, c'est le créneau de l'identité nationale et plus largement le créneau de la souveraineté. Or, il se trouve qu'en ce début de campagne, et ça m'a beaucoup marqué, par les premiers jours, disparition du thème de l'identité nationale. Comme s'il s'agissait finalement d'un thème qui avait permis au Parti québécois de se rendre aux élections, mais qui ne devait pas lui permettre de traverser les élections. Comme si la question vitale, comme si la question la plus vitale qui était au cœur de l'actualité politique, c'est la question qui occupait toutes les conversations la veille, devenait un sujet parmi d'autres pendant 30 jours. Étrange manière de traiter une question fondamentale qui avait, je dirais, ranimé les passions politiques au Québec comme jamais depuis le référendum de 1995. Donc, étrange traitement de la question identitaire en début de campagne. Ensuite, apparition du thème de la souveraineté. Et là, ce qui était fascinant, c'est que la question de la souveraineté arrive et le Parti québécois n'a pas été capable de faire campagne 3 jours sur sa raison d'être. Personne ne demandait au Parti québécois... Personne ne demandait au Parti québécois d'improviser une campagne référendaire, d'autant, vous savez, c'était l'espèce de commentaire que plusieurs se faisaient qu'un sourire en coin. Je dis, qui peut sérieusement croire que le Parti québécois court au référendum? Je ne connais aucun péquiste qui le croit, mais je connais des tonnes de libéraux qui y croient. Donc, un ami qui est dans la députation me disait récemment, mais comment se fait-il qu'ils nous prennent au sérieux? Alors, autrement dit, une forme de cynisme, je ne dirais pas de cynisme, une lucidité par rapport à soi-même, c'est-à-dire un projet souverainiste, un projet d'indépendance, ça se prépare sur plusieurs années. C'est un des éléments de la leçon récente de Jacques Parizeau. On peut critiquer M. Parizeau sur d'autres points, mais sur l'essentiel, il nous dit, vous ne ferez pas d'indépendance si vous ne la préparez pas. Or, le fait est que le Parti québécois a traité son option pendant la campagne, en fait, a été surpris de devoir faire campagne pendant quelques jours sur son option, sur sa raison d'être pendant la campagne. Ne soyons pas surpris que ses adversaires, le voyant désarmé, désarçonné, désarticulé, en aient profité pour frapper assez sévèrement sur ce thème. Je note donc que le Parti québécois n'est pas capable de faire campagne 3 jours sur sa raison d'être. Mme Marois, dans les circonstances, qui est une femme admirable, n'en doutons pas, mais elle sortait les vieilles lignes de 1995 sur les frontières, la monnaie, probablement qu'on aurait parlé 2 jours plus tard de l'armée d'un Québec souverain, et il y avait quelque chose de terriblement improvisé. Alors, retour ensuite à la question, donc la campagne désordonnée, retour à la question de la charte, mais cette fois à la manière paniquée. La charte qui était, il y a quelques semaines encore, un élément vital pour la nation, devenait un hochet électoral qu'on brandissait, on s'amusait à faire un spectacle avec ça. Donc la charte devenait d'un coup, alors qu'elle n'était pas, contrairement à ce que disent certains, qu'un gadget électoral, elle devient d'un coup un marché qui ressort dans la campagne alors qu'on n'en avait pas parlé quelques semaines auparavant. Rajoutez à ça, bien évidemment, le rapport à la souveraineté tout au long de la campagne. Je dis que le PQ n'a pas été capable de faire campagne 3 jours sur sa raison d'être. J'ajouterais que lorsqu'on lui parlait de la souveraineté, il fuyait systématiquement ce thème. Voilà un parti qui ne parlait de sa raison d'être que pour nous dire qu'il n'en parlerait pas. Voilà un parti qui nous parlait de sa raison fondamentale. Voilà un parti qui nous parlait de sa raison fondamentale, la raison qui fait à l'origine de son existence, que pour nous dire que surtout il ne la réaliserait pas de même matin. Bon, alors, je comprends, et là je ne veux pas être exagérément sévère, le fait est que personne n'aurait imaginé un seul instant que cette campagne deviendrait une semi-campagne référendaire. Simon Pierre a repris tantôt une formule que j'ai écrite pendant la campagne. J'ai vu le camp du non, mais il était où le camp du oui? Le camp souverainiste aurait été battu alors qu'il n'a pas fait campagne sur sa raison d'être. Voilà une étrange défaite, pour reprendre une formule de Marc Bloch. Alors, ce que je vois dans les circonstances, je vois que cette campagne, elle a surtout révélé le rapport trouble des indépendantistes à l'option indépendantiste. Les indépendantistes en sont venus à croire
que leur option fondamentale, que leur raison d'être, était davantage un boulet qu'un étendard à brandir. Les indépendantistes traitent trop souvent. Et il y a des raisons pour ça, encore une fois, je le dis. Après 95, il y a eu une défaite. Par définition, quand il y a une défaite, on se replie sur ses terres, on essaie de se rebâtir, on essaie de se reconstruire. On ne repart pas à l'assaut juste après avoir mangé une volée. Ça fait partie des lois de la politique. Une fois que vous êtes vaincu, vous prenez une pause, vous vous repliez. Mais quelquefois, le repli dure longtemps. Alors, les souverainistes, manifestement, n'étaient pas prêts à mener une campagne souverainiste. On l'a compris. Cela dit, ce que ça nous a révélé, je crois, c'est le rapport trouble à une certaine manière d'être souverainiste qui fonctionne de la manière suivante, et Simon-Pierre l'évoquait tantôt. Voilà comment on traiterait la souveraineté, comme un idéal lointain, désirable, qui viendra un jour par surcroît, une espèce de bonheur, un paradis à la fin de nos jours, si nous sommes généreux, tendres, gentils, aimables et affectueux. Donc, on va bien gouverner la province, on s'engage à gouverner la province, on s'engage à définir des revendications politiques, un programme politique qui est strictement défini dans les paramètres de l'État provincial. Et un jour lointain viendra l'indépendance du Québec. C'est comme si l'indépendance nous venait ici non pas à la manière d'un projet politique qu'on portait, mais à la manière d'une grâce. C'est-à-dire du ciel, des cieux, nous viendront, après de grands efforts dans la gestion provinciale, une récompense. Québécois, Québécoises, nous avons bien gouverné le Québec. Pourriez-vous nous donner le cadeau? Et comme vous le savez, les cadeaux ne viennent jamais quand on les demande avec trop d'insistance. Alors, l'indépendance comme projet politique est de moins en moins présente dans la vie politique québécoise. Comme projet politique, j'entends comme un projet qui structure la vie politique, qui structure l'espace public, qui est l'objet d'un investissement existentiel, qui est l'objet de la définition d'un programme politique. Je ne veux pas dire par là que les souverainistes de Mme Marois à Jean-Martin Haussant, en passant par Jean-François Lisée, et puis on peut faire la liste de ça, que ne sont pas des souverainistes convaincus. D'aucune manière, je ne doute aucunement des convictions de chacun. D'aucune manière. Je vois chez ces gens des gens qui sont fidèles à l'idée nationale. Je constate que chez plusieurs, ils en étaient venus presque à l'idée qu'elle ne viendrait peut-être pas, et c'était peut-être pas si grave. Non pas que c'est pas si grave, c'est que puisqu'on se contentait de l'espérer un jour, je reformule. C'est comme si l'espoir d'une indépendance éventuelle était suffisant pour fonder un engagement souverainiste. On constate aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il ne suffit pas d'espérer un jour d'indépendance comme récompense pour œuvrer à la réalisation du Québec comme pays. Alors, manifestement, si évidemment on doit se tenir de toute course au référendum, vous savez, cette tentation, pour certains souverainistes, inversement, parce qu'il y a cette famille complexe de souverainisme, une famille contemporaine, éclatée, décomposée, qui néanmoins cherche à se rassembler, qui ne trouve pas comment, mais qui réussit de temps en temps. Alors, inversement, l'autre test du souverainisme, pour certains, c'est voulez-vous promettre un référendum demain matin? Et là, lorsque j'entendais comme seul test de sang du souverainisme, êtes-vous prêt à courir au référendum demain matin? Je me disais, mais quelle étrange pulsion suicidaire peut en animer quelques-uns? Je connais personne chez les indépendantistes les plus décomplexés qui souhaite faire un référendum quand l'indépendance est à 29% dans les sondages. Et cette étrange idée comme quoi on pourrait faire renaître une ferveur par la simple promesse référendaire me semble relever de ce qu'on appelle délicatement la pensée magique. Alors, entre d'un côté l'idée d'une indépendance qu'on n'assume pas, qu'on fuit, dès qu'on nous en parle, on la fuit parce qu'on ne veut pas avoir l'air de parler de ça. Et de l'autre côté, des gens qui nous diraient demain matin, course au référendum, et c'est comme ça que ça va fonctionner, nous ne transigerons plus, nous ne voulons plus de pouvoir, ce n'est pas pour réaliser la souveraineté. Je trouve qu'il y a deux manières de nier la réalité. Et nous avons besoin, en ce moment, je crois d'abord et avant tout, d'un retour au réel. Nous avons besoin de renouer avec cette réalité québécoise, ne serait-ce que pour l'examiner dans ses détails, ne serait-ce que pour l'examiner dans ses contours et ses structures. Nous devons, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre conviction, je dirais être lucides jusqu'à la cruauté. Ce que je veux dire par lucide jusqu'à la cruauté, c'est regardons la réalité telle qu'elle est. Ne cherchons pas à la voiler d'un délicat fantasme. Ne cherchons pas à voir le rêve derrière, quelquefois, la réalité pénible, mais ne nous interdisons pas, cela dit, de transcender ça par une espérance. Alors, qu'est-ce qu'on voit au Québec en ce moment? Je crois qu'on assiste non seulement à la crise du projet souverainiste, comme j'ai pu le dire, mais à une crise de la conscience nationale. Une crise de la conscience nationale à plusieurs égards. Et j'en donne une série d'éléments. Le premier élément, c'est, pardonnez-moi, une désintégration de la question nationale en elle-même. La question nationale au Québec, depuis 40 ans, 50 ans même, structurait la vie politique. Elle était le critère de polarisation de notre vie politique. C'est autour d'elle que s'organisait le débat public. Soit dit en passant, pour le simple plaisir de vous faire sourire, j'ai terminé mes corrections récemment pour le cours que je donnais au HEC. Et un étudiant, vous connaissez les perles de correction des professeurs, c'est-à-dire des choses merveilleuses qu'on peut trouver quelquefois les étudiants improvisent une formule drôle sans le savoir.
Alors, dans un examen, l'étudiant a écrit « Il y a au Québec un pôle souverainiste et un pôle fédéraliste. On peut donc en conclure que le Québec est une société bipolaire. » Je l'ai trouvé bonne. Enfin. La lucidité improvisée est volontaire. Alors, quoi qu'il en soit, nous assistons à une désintégration lente de la question nationale depuis 1995. L'espace politique québécois, depuis la Révolution tranquille, avait été structuré pour accueillir la question nationale, pour la traiter et conclure à sa résolution. Il y avait globalement 3 projets politiques majeurs. D'un côté, l'intégration lucide au Canada, c'est le projet de Trudeau. De l'autre côté, le projet de la société distincte, c'était le projet, appelons ça, de Laurando-Bourassa. Et le projet de la souveraineté, de l'indépendance, c'était bien évidemment le projet des souverainistes et des indépendantistes. Or, le fait est que nous constatons depuis le début des années 2000, pour reprendre une formule de Jean-François Lisée, que la fin est proche, juste derrière nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, dans la sortie de secours? Il veut dire que les Québécois, peu à peu, se désintéressent de la question nationale. Peu à peu, les Québécois commencent à abandonner la question nationale comme si elle s'était réglée dans un étrange paradoxe. D'un côté, la question du régime est tranchée. N'oublions jamais, le vainqueur dans la grande querelle Lévesque-Trudeau, c'est Trudeau. On continue de chanter René Lévesque, on fait bien de le chanter, mais n'oublions pas que le grand vainqueur de la Révolution tranquille, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui nous a imposé un régime constitutionnel contre la grande majorité des Québécois. Mais de l'autre côté, les Québécois décident de sortir de cette situation dans un étrange paradoxe qui est celui que j'appellerais de l'indépendance psychologique. On fait comme si le Québec était déjà souverain. Ottawa disparaît progressivement de notre vie politique. Au cours de la dernière campagne, un élément qui était fascinant, c'est que personne ne parlait d'Ottawa. La rumeur veut que nous soyons dans le Canada. La rumeur dit que nous soyons pris dans un système constitutionnel où les décisions d'Ottawa pèsent sur nous, où les politiques fédérales pèsent sur nous. Ottawa était étonnamment absente de la campagne. On ne réfléchissait pas à Ottawa, on ne réfléchissait pas au cadre canadien. Et plusieurs Québécois s'imaginent, lorsqu'ils pensent au Québec, que le Québec a tous les pouvoirs nécessaires pour faire prendre les grandes décisions qui s'imposent, quelles qu'elles soient, à gauche ou à droite ou au centre, peu importe. Le Québec est une société qui serait déjà indépendante dans leur tête. C'est une forme d'indépendance psychologique à rabais. On se fait croire qu'on est déjà souverain, comme ça on n'aura pas à le devenir réellement. Et quand on analyse, je crois, la vie politique québécoise, nous devons constater que pour plusieurs Québécois, la question nationale ne se pose plus parce qu'elle s'est résolue. Nous sommes une société libre, prospère, créative, heureuse, c'est fait. Nous sommes des Québécois à part entière, c'est fait. Alors nous sommes pris dans un régime constitutionnel qui nous nie et que nous nous nions paradoxalement en nous disant qu'on est déjà libre politiquement, qu'on est déjà indépendant psychologiquement. Je crois que c'est un des paradoxes qui constitue la vie politique québécoise. Cela dit, le régime de 82, le régime canadien pèse sur nous comme jamais. Dans le cadre de certaines études, j'ai commencé à voir le rapport qu'ont les Québécois, et surtout des chroniqueurs, des commentateurs, et ainsi de suite, au régime de 1982 au Québec. Jusqu'à la fin des années 90, lorsqu'on parle de 82, on en parle spontanément, globalement, négativement. Nous savons qu'un coup d'État a eu lieu et a nié les droits fondamentaux du Québec. Ce que je constate toutefois, et on l'a vu dans le débat sur la Charte des valeurs, c'est que le régime de 1982, l'esprit de 1982, est en train de pénétrer la conscience collective au Québec. L'esprit de 1982, ça veut dire le multiculturalisme comme horizon rédempteur de la démocratie. Ça veut dire la négation de toute culture collective substantielle, fondée dans l'histoire, fondée dans l'identité, fondée dans la mémoire. C'est cette idée, un peu étrange finalement, qu'il n'y a plus de société qui se définisse par la culture, elle se définit seulement par les droits. Donc, ce que nous avons en commun, nous avons des droits, nous avons ensemble une charte des droits, mais lorsque vient le temps d'avoir quelque chose substantiellement en commun, c'est-à-dire une culture, une mémoire, une langue, une identité, ça, on a tendance à vouloir de moins en moins le porter collectivement. La culture, l'identité, la langue deviennent des facteurs individuels, bien souvent. C'est quand même le génie du Canada d'avoir réussi à nous convaincre que la langue est une question individuelle. Donc, l'esprit de 82 progresse au Québec et de plus en plus de Québécois, et souvent des souverainistes eux-mêmes, entretiennent un rapport de dévotion suspect avec le régime de 82. La Charte canadienne des droits et libertés n'est pas considérée comme un corset, n'est pas considérée comme une gaine étouffante pour le Québec, mais comme le cadre naturel de définition des droits et libertés dans notre société. Et contrevenir au régime de 82, pour plusieurs, c'en est venu à nier l'idée même de démocratie, à nier l'esprit démocratique. Alors, étrange situation où autant nous refusons encore le régime de 1982, autant néanmoins le régime de 82 est en train de rentrer dans nos têtes. Et on l'a vu dans le débat sur la Charte, une grande majorité de Québécois, notons-le,
continue de nier spontanément, il ne réfléchit pas à ça tous les jours, heureusement, mais il nie spontanément la légitimité du cadre de 82, à tout le moins quand on décide de limiter la politique au multiculturalisme et à la Charte des droits. Mais cela dit, nos élites politiques et nos élites intellectuelles et médiatiques, quant à elles, se sont converties pour l'essentiel au régime de 1982. Je note une autre chose dans la situation présente au Québec. Je crois que les Québécois, c'est paradoxal à dire, mais s'aiment de moins en moins. J'entends par là que notre société cultive des divisions exagérées. On l'a vu dans la division suicidaire du vote francophone. Et ça va être dans toute réflexion sur l'avenir du mouvement souverainiste, il va falloir réfléchir à cette question. Jusqu'à quel point les francophones peuvent-ils se diviser jusqu'au suicide électoral? Parce que c'est un peu ce qui est arrivé dans cette société qui feint l'indépendance psychologique, qui joue à l'indépendance psychologique, qui se dit qu'elle a tous les moyens nécessaires pour se gouverner. Et bien à partir de là, on peut se diviser de gauche, de droite, de centre, de tout ce que vous voulez, dans la fiction d'une société disposant des pleins moyens pour se gouverner, mais la réalité, quelle est-elle? C'est que nous nous divisons de manière de plus en plus brutale et intense dans un carré de sable de plus en plus petit. Et dans ce cadre politique, cette division des francophones avait quelque chose de suicidaire. Je crois que les Québécois, pendant longtemps, avaient encore cette idée que la question nationale, c'était néanmoins, devant Ottawa, les Québécois devaient minimalement faire bloc, minimalement se souder, s'unir, et devaient conséquemment cultiver le sens de leurs intérêts communs. Je note qu'aujourd'hui, les Québécois ayant chassé Ottawa de leur cartographie imaginaire, et bien à partir de là, ils se divisent entre eux de manière exagérée. Ils en oublient le fait qu'ils ont des intérêts nationaux à défendre dans un pays qui les nie. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils cultivent exagérément leur division jusqu'à perdre quelquefois le contrôle de leur propre destin. J'ajouterai quelques éléments. Il me reste un peu combien de temps, Simon? 2 minutes. Autre élément qui me semble assez inquiétant, et ça, ça fait partie de l'esprit de l'époque. Cette étrange psychologie mondialisée qui consiste à nous dire que l'individu, pour s'affranchir aujourd'hui, ne doit pas s'inscrire dans une communauté politique, mais tout au contraire, se délivrer progressivement de sa culture, de sa mémoire, de sa langue, de ses appartenances, pour devenir un parfait nomade mondialisé, capable de migrer partout sur la planète, capable d'être un individu libre et absolument épanoui partout à travers la planète, alors que dans la vérité, on connaît cette réalité. L'homme délivré de sa culture, l'homme délivré de sa mémoire, l'homme délivré de sa citoyenneté, l'homme délivré de son pays, ce n'est pas un homme libre, c'est un homme nu. Et il grelotte comme on va. Il grelotte comme un ver dans un univers qui lui semble de plus en plus étrange. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de repères collectifs. Il n'a plus des cadres indispensables à l'inscription de sa liberté. Eh bien, ça fait aussi partie du portrait. Pour vrai, il me reste 5-6 minutes. 4. Je sens qu'une présence féminine se rapproche comme ça, avec un ton bienveillant, maternel et répréhensif. Ok, je me tente bien. Alors, je vais bientôt terminer, mais je me permets un ou deux derniers éléments. Je note aussi, dans cette lassitude envers la question nationale, et ça, les souverainistes vont devoir réfléchir à ça, une exaspération de plus en plus vive chez plusieurs Québécois envers l'idée même du projet national. Le projet national au Québec aujourd'hui, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Nous voulons jouer à la société normalisée, gestionnaire, heureuse, festive, délivrer des contradictions existentielles. Nous voulons fuir la politique, nous voulons fuir l'histoire, nous voulons nous replier dans la gestion. Et les souverainistes ici portent un questionnement dans l'espace politique qui consiste à dire un instant, tout n'est pas aussi simple. Le problème des souverainistes, très souvent, c'est qu'ils ont une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Alors, il va falloir que les souverainistes, de leur point de vue, soient capables désormais de rappeler la pertinence de la question nationale pour être capables de reconnecter les Québécois à cette question fondamentale. J'en arrive à ma conclusion, ce qui est un piège rhétorique pour me donner une minute de plus. Quel est, à partir de là, l'objet d'une politique nationale, l'objet d'une politique indépendantiste? D'abord et avant tout, je dirais une chose, on a beaucoup parlé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, de la fameuse question identitaire. Contrairement à ce que veulent nous dire certains, pour qui la simple question identitaire est l'expression inavouée ou quelquefois avouée de la xénophobie, du racisme, du piétinement de l'autre et de la négation de la démocratie,
La question identitaire est fondamentalement légitime. Et à ceux qui voudraient faire croire que c'est elle qui est responsable de la défaite du Parti québécois, j'aimerais rappeler que la seule politique qui avait une approbation majoritaire quand le Parti québécois était au gouvernement, la seule politique qui était capable d'amener, de créer un engouement relatif autour du Parti québécois, c'était cette fameuse charte des valeurs, question identitaire. L'erreur a été la suivante, et ça tous en conviennent, c'était de croire qu'elle suffisait à elle seule à entraîner l'électorat, car manifestement la peur référendaire en elle-même, la terreur référendaire, la campagne de peur référendaire a été capable d'un coup de passer à la trappe tous les enjeux de la vie politique, comme s'il s'agissait désormais de bloquer les séparatistes terrifiants en s'emparer du pouvoir à nouveau à Québec. Mais la question identitaire demeure un fondement, parce qu'il ne s'agit pas que d'une stratégie. Parce qu'il s'agit de réenraciner le projet souverainiste dans ses fondements existentiels. Parce que si nous définissons le Québec simplement comme une communauté d'individus, et non pas comme un corps politique, et non pas comme une culture, et non pas comme une histoire, eh bien, voulez-vous m'expliquer pourquoi faire l'indépendance de cette société d'individus parfaitement capable de se dissoudre dans le grand tout nord-américain? Donc, il faut sauver la question identitaire. Il faut sauver la question identitaire parce qu'elle représente un socle. Ce n'est pas le seul, mais elle représente un socle indispensable du projet national. Est-ce qu'il y aura des amendements à faire, des modifications à faire? Bien évidemment. Mais fondamentalement, nous devons éviter de nous laisser contaminer idéologiquement par le multiculturalisme fédéral qui se prend quelquefois pour le seul modèle de la démocratie et évite comme une culture parmi d'autres, dans un Québec pluriel. Les Québécois francophones ne sont pas une culture parmi d'autres dans un Québec pluriel, ils représentent la culture convergence de ce pays. Il faut se garder, je crois, vous savez, chez les indépendantistes, je comprends ça parce qu'il m'arrive de partager ce sentiment. Il y a souvent cette idée que si le pouvoir ne conduit pas à l'indépendance, il ne vaut pas la peine. Et au même moment, je me rappelle qu'il suffit de voir ce qui se passe depuis un mois à Québec pour comprendre que le pouvoir vaut la peine, même si ce n'est pas celui d'un État complètement indépendant. On nous dit quelquefois d'un parti à l'autre, c'est du pareil au même. Eh bien, si vous mettez de côté la charte des valeurs, la question de l'intégration et de l'immigration, la question de la langue française, la question de l'enseignement de l'histoire, la question des chaires de recherche en identité québécoise, si vous mettez de question le rapport au nationalisme économique et tout ça, si vous mettez tout ça de côté, c'est peut-être du pareil au même. Mais on appelle ça mettre de côté la réalité. On appelle ça mettre de côté un réel fondamental qui consiste à dire est-ce qu'on assume le Québec comme un tout, comme une nation à part entière, ou est-ce qu'on l'assume simplement comme une province parmi d'autres dans un Canada qui ne le reconnaît pas comme nation? Alors, il faudra éviter d'avoir un rapport dédaigneux à la question du pouvoir. Et là, il va falloir, ça va être ma vraie conclusion, il y aura deux repères dans les années à venir. D'un côté, il ne faut plus jamais porter l'indépendantisme comme un fardeau, comme un boulet, comme quelque chose dont nous aurions honte. Il ne faut plus jamais, lorsqu'on nous demande si vous êtes souverainiste, répondre de temps en temps, et si ça ne vous dérange pas. Et de l'autre côté, il ne faudra jamais oublier que, peu importe le statut constitutionnel du Québec, il faut d'abord et avant tout au Québec un gouvernement nationaliste qui a à cœur l'identité québécoise, qui ne veut pas renier l'identité québécoise ou la traiter comme un fardeau. Et nous devrons prendre au sérieux l'idée que ce qui se passe à Québec, même si l'indépendance n'est pas pour demain matin, ce qui se passe à Québec est fondamental. Nous ne devons pas nous réfugier dans le fantasme rédempteur du référendum qui nous délivrera de tout. Et entre l'horizon désirable, nous devons construire l'indépendance, nous devons y travailler, nous devons œuvrer à ce qu'elle advienne. Mais entre-temps, n'oublions pas de prendre au sérieux les pouvoirs qui sont les nôtres à Québec, et n'oublions pas que si ces pouvoirs sont mal utilisés et utilisés contre nous, c'est l'ensemble de la nation qui en souffrira, et c'est l'horizon peut-être de nos 4 prochaines années. Voilà pourquoi les souverainistes doivent porter une alternative nationale, doivent avoir un sens du réel très intense, mais ne doivent pas démissionner de la nation telle qu'elle est et telle qu'elle peut espérer. Je vous remercie.